Bonjour, alors nous sommes avec une partie des créateurs des chants de Tindalos et pas des chiens de Tindalos. Alors, tu t'appelles? Damien. Damien et Nicolas. Nicolas. Donc on va commencer par Damien, si tu le veux bien, Ouais. et tu vas nous expliquer un petit peu ce que sont les chants de Tindalos. D'accord. Alors, les chants de Tindalos, c'est un jeu de rôle d'investigation occulte et horrifique qui vise à faciliter le roleplay par des mécaniques immersives et notamment par des modulations de la tension du personnage. Donc plus un personnage est tendu, plus il a de chances de perdre les pédales. Ce qu'on modélise, nous, par une pioche de cartes, perdre les pédales. Plus je suis tendu, plus j'ai de chances de perdre les pédales, et plus j'ai de chances de perdre les pédales à un niveau élevé. Et ce qui est un peu l'intérêt, si on veut... Enfin, en gros, on est un univers Lovecraftien, hein, et ce qui nous différencie par rapport à l'appel de Cthulhu, c'est précisément qu'on essaye de faciliter l'immersion. Comment dire, en donnant des prescriptions à l'action pour les joueurs, parce que on a fait de nombreuses fois l'expérience de joueurs qui se comportaient en gestionnaire de leur personnage et non pas en tant que personnage. Et donc nous, ce qu'on a voulu, c'est que les joueurs se comportent en tant que leur personnage. Et les cartes aident à ça. Et je crois que Nico veut ajouter quelque chose. Je voudrais bien rajouter quelque chose, parce qu'en réalité, il y a des gens qui vont se comporter en tant que gestionnaire, et c'est pas forcément grave si la mécanique de gestion t'incite à t'approcher de ce que devrait faire ton personnage. C'est-à-dire que dans un récit horrifique, par exemple, ton personnage pourrait avoir un intérêt à prendre un calmant avant de conduire. En réalité, il ne faut surtout pas faire ça. Et donc pour ça, nous on le modélisera avec une baisse de tension qui permettra de se maîtriser. En fait, la perte de contrôle qui est produite par le perdre les pédales, elle doit être évitée, justement. Et donc, ayant intérêt à ne pas perdre les pédales, ton personnage est obligé de adapter sa manière de se comporter pour ne pas fermer les yeux lorsqu'il conduit ou mettre les mains sur les oreilles lorsqu'il escalade une corde. Oui, voilà, j'ajoute juste ça, dans du Lovecraftien, quand on entre chez une inconnue et qu'elle nous sert du thé, les joueurs ont tendance à ne jamais boire le thé parce qu'ils savent qu'il peut comporter des substances étranges et potentiellement non euclidiennes. Dans notre système, en fait, on peut avoir quelque chose tel que le thé fait baisser la tension du personnage de 2. Et donc le personnage peut avoir intérêt à faire cette chose qui est en fait contraire à l'intérêt qu'il aurait s'il était d'un point de vue méta, voilà, c'est ça. Et au niveau de l'univers, c'est un univers Lovecraftien dans sa période années 20, années 30, ou c'est un univers plus moderne? Alors nous, on joue dans les années 20. En fait, on est parti d'un récit. C'est-à-dire que le système de jeu a émergé à partir de nécessité de pouvoir bien raconter l'histoire qu'on a créée. Alors effectivement, on est resté dans un cadre canonique. Le système de jeu, il est exportable à toutes les périodes. Mais notre univers, en fait, se construit, se développe autour d'une ville réelle qu'on a largement modifiée pour les besoins de la fiction, qui est la ville de Bath, dans le comté de Sagadahoc, dans l'état du Maine. Et donc, en fait, on a recréé le tissu des entreprises, les différents quartiers, les personnages, les figures publiques, les écrivains, les différents journaux. Et on a une masse documentaire de presse qui relate les événements qui se sont produits dans cette ville, que ce soit les crimes atroces, qui évidemment ont des explications parfois surnaturelles. Et voilà, donc en fait c'est notre cadre préférentiel, mais le système de jeu n'est pas limité à cela. Damien voulait, je crois... Oui, alors donc on fait du Lovecraftien classique en ce sens-là, mais on a passé également beaucoup de temps à revoir la mythologie Lovecraftienne, donc le mythe de Cthulhu lui-même. C'est-à-dire que donc les profonds de l'appel de Cthulhu restent des profonds, mais on a des querelles de chapelle, on a des profonds renégats. Je ne vais pas dévoiler le lore occulte, mais tout le bestiaire Lovecraftien a été revisité d'une manière qu'on estime en fait intéressante et adaptée à nos besoins. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Moi, je voudrais rajouter quelque chose justement. En fait, dans l'univers de Lovecraft, il y a souvent cet aspect ah là là, c'est surnaturel, c'est incompréhensible. Et en fait, on peut avoir la tendance, qui est assez naturelle, à mettre la poussière sous le tapis. Et à considérer que il n'y a pas besoin d'une explication
de type rationnel. En réalité, le surnaturel est explicable. C'est juste que nos esprits ne sont pas assez développés. Il y a un pessimisme sur les capacités de l'être humain. Mais du coup, on s'est efforcé, nous, de créer un univers cohérent avec des périodes historiques et essayer d'avoir un rapport vraiment matérialiste au surnaturel. C'est-à-dire que voilà, on a par exemple notre illustrateur a un parcours de biologiste en fait, et donc il nous a fait des petits schémas qui expliquent de façon pseudo-scientifique, hein, on est quand même dans du surnaturel, mais essayant de coller le plus possible aux lois de la nature. Voilà. Damien voulait, je crois... Ouais, l'horreur Lovecraftienne, elle est fondée sur l'indicible, c'est-à-dire, et c'est ce qui est très puissant dedans, hein, c'est que on ne fait que suggérer l'horreur, et du coup il n'y a pas de description, graphique, et c'est ce qui fait qu'on est dans l'épouvante plus que dans le gore. Nous, on a voulu que cet indicible soit un indicible pour les personnages, mais pas pour les maîtres du jeu. Donc il y a du surnaturel, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'irrationnel. C'est simplement que c'est un rationnel qui ne colle pas à une explication scientifique et rationnelle des lois de la nature. Il y a une explication rationnelle du surnaturel. Mais alors, au niveau de la construction, par exemple, quelqu'un qui est un fan de, je sais pas moi, de Cthulhuac, de Trail of Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, pour en venir, comment vous pouvez les convaincre d'essayer votre jeu, par exemple? On va le pousser à jouer. Ouais. On va le faire jouer en fait. On pense que c'est la. Après, chacun trouve midi à sa porte. Hein. On n'est pas que chacun joue avec le jeu qui lui convient le mieux. Après, voilà, nous on pense qu'en essayant, on estime que les personnes peuvent se rendre compte que notre proposition, elle correspond à des besoins qui émergent de la réalité du jeu. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le système de jeu, chaque maître de jeu va s'adapter, prendre ce qui lui plaît. Par exemple, même en termes de construction scénaristique, nous, notre monde, on a commencé à le mettre en forme sur notre site. C'est accessible par le biais d'un jeu de piste d'ailleurs, avec des articles de type encyclopédie, de type Wikipédia. L'idée, c'est qu'un maître du jeu, il peut piocher un personnage à l'intérieur et il aura en fait un tout cohérent, une espèce de brique de Lego qu'il va pouvoir intégrer dans son scénario. Il n'est pas obligé de jouer avec tout. Et si quelqu'un apprécie un aspect de notre système de jeu, il peut prendre cet aspect-là et l'utiliser dans le cadre qu'il veut. Chaque meneur ou meneuse mène comme il l'entend. Voilà. Et par ailleurs, il y a deux choses qui nous tiennent à cœur. D'une part, on fait le tour des conventions pour faire jouer les gens autant que possible, et essayer de les convaincre. Et plus on tombe sur un public spécialisé, plus on est heureux parce qu'on est capable de leur montrer ce qui nous différencie de l'appel de Cthulhu classiquement. Par ailleurs, c'est quelque chose auquel on tient, c'est que notre système de jeu, comme nos scénarios, sont accessibles gratuitement sur notre site. Donc en fait, libre à chacun d'essayer et de voir si ça lui plaît. Il suffit pour ça de se créer un compte et de quelques clics, quoi. Avec la précision cependant, là pour l'instant le PDF des règles, c'est la version prototypale 0.1. Elle a beaucoup évolué depuis, on l'a mise en ligne je pense au mois de juin. Entre temps on a fait le Paris est ludique, la Japan Expo, la Gaming Thrones Show, Fécamp sort le grand jeu, et en fait en jouant on a fait évoluer notre système de règles. Donc pour nous là, les règles qui sont en ligne, je pense que elles sont pas parfaites, elles ont des défauts. Et on va bientôt mettre à jour avec le retour sur expérience. On vise les utopiales pour la mise à jour, la version 2 des règles. Et bon, je dis règles, également feuilles de personnages, également cartes, avec des modes d'emploi pour les plastifier soi-même, également des patrons pour faire des écrans de jeu. Bref, l'outillage total dont le maître du jeu a besoin pour faire jouer ses joueurs, quoi. Alors évidemment, on aimerait bien un jour en tirer des revenus, mais voilà, on veut tirer des revenus sur les objets physiques et en fait l'accessibilité c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On veut en fait que je sais pas, un gamin qui a 14 ans et qui veut faire jouer ses copains et qui a pas les moyens de s'acheter un jeu de rôle, on veut qu'il puisse télécharger, imprimer et jouer en fait. Ouais, c'est ça.
Bon, maintenant, je me question un petit technique. Quelqu'un qui se retrouve dans une situation difficile, qui doit faire des actions, la mécanique, comment ça gère? Comment on gère le test? Comment on gère qu'est-ce que... Ouais, je veux bien répondre. On est sur un système où on va compter le nombre de réussites avec des D6. Un D6 va être une réussite sur 4, 5, 6, sauf s'il y a des modificateurs, par exemple si on est trop tendu. Là, ce sera des réussites sur 5, 6. Et on compte le nombre de réussites. L'idée, c'est de ne pas avoir de calcul à faire. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à calculer. Donc c'est pour nous aussi un moyen accessible et très rapide où on va séparer les dés et ensuite compter 1, 2, 3, 4. On va compter le nombre de réussites. Ça va être pour les actions. La mécanique, elle est là. Le double 6 va compter comme 3 réussites. Il y a des petites règles supplémentaires, mais rien de bien sorcier. En revanche, pour la maîtrise, en fait, quand la barre de tension va monter, c'est une jauge qui va de 1 à 20. On va lancer un dé à 20 faces. Parce qu'on trouve que c'est un dé qui a un aspect agréable à lancer. Là, on va faire une petite addition, plus 1 ou moins 1. Et le but, c'est de se comparer à la tension. Et donc, en fait, on garde le dé 20 pour les moments de résolution. De la même manière, lors du combat, lorsqu'on est touché par une arme, on va lancer un dé de létalité, le dé de mort. Et s'il atteint un certain seuil, la personne est immédiatement tuée. Voilà, notre but, c'est de rester dans une représentation le plus réaliste possible, sans pour autant avoir trop de lourdeur dans la gestion. Voilà. Et je veux juste ajouter un petit point, qui est qu'en fait, on a été mis face au défi, et c'est pour ça que la version 1 des règles était beaucoup plus complexe. On voulait avoir un système qui soit fidèle à la modélisation du réel autant que possible, et qui reste simple néanmoins. Donc en fait, on a toujours été tendu entre ces deux objectifs, trouver des mécaniques qui répondent à des besoins différents, je sais pas, la tension, les réussites, etc. Et en même temps, affaiblir le coût cognitif pour le joueur comme pour le maître du jeu. C'est pour ça que par exemple, le D6, qui est la base des jets de compétences et de caractéristiques, plutôt que de faire des sommes, on affaiblit le coût cognitif en séparant ceux qui réussissent de ceux qui ratent par un simple coup d'œil, quoi. Voilà. Et maintenant, venons-en un petit peu à la production de votre jeu. Sur votre site internet, j'ai compris que vous avez un site internet, il y a des scénarios, il y a des campagnes. Si quelqu'un va sur le site internet, qu'est-ce qu'il trouve? Alors pour l'instant, en termes de scénario, il y en a un qui est mis en ligne. C'est un scénario court. On a un retard sur l'écriture, malheureusement, de la mise en forme en fait. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Mais donc voilà, on a un scénario qui est déjà disponible. On a un jeu de piste qui donne un accès en fait à la ville. On a une carte principale qui est scalable, c'est comme on dit. Enfin, on peut la zoomer dessus. Voilà, scalable. Voilà, on peut zoomer. On a le lien sur notre Discord parce qu'on organise des parties en distanciel. On organise aussi des parties en présentiel en Normandie, à Paris, à Lyon et dans les Yvelines, du côté de Mantes-la-Jolie. Et en fait, les personnes qui viennent sur le site, elles peuvent, on a un Discord sur lequel les personnes peuvent choisir le rôle et on les notifie quand on organise des parties. D'accord. Et évidemment, les règles, vous trouverez également les règles, les cartes de révélation, les cartes de perdre les pédales. Juste un mot sur les cartes de révélation, parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé. Donc on a dit on tire des cartes quand on perd les pédales. On se posait également la question de comment est-ce qu'on fait pour jouer la psychopathologie et en même temps la connaissance, disons, occulte ou surnaturelle. Nous, on le gère par des cartes de révélation. Et les cartes de révélation, elles peuvent donner de l'intelligence, de la compréhension, disons, sur le monde environnant et sur les distorsions des lois de la nature, en même temps qu'elles traduisent la psychopathologie habituelle. Donc, je sais pas, par exemple, l'arachnophobie. Et un joueur a des pistes de révélation, donc il a des cartes révélation de niveau 1. Lorsqu'il effectue suffisamment d'actions d'un tel type, la règle est notifiée sur la carte, sa révélation évolue en révélation de niveau 2, donc elle s'aggrave. Et ça va jusqu'au niveau 4. Où, je sais pas, par exemple, on démarre avec une phobie bénigne de l'eau, c'est l'aquaphobie, et puis ensuite au niveau 4, on refuse même de boire, tellement on a peur de l'eau. Voilà. Et donc à chaque fois, il y a des règles particulières qui sont associées, et y compris des cartes de perdre les pédales qui sont associées. Et à propos des cartes perdre les pédales, alors on a un outil qui est disponible sur site, qui va bientôt être généralisé et amplifié. En fait, c'est un moyen en tant que maître du jeu, de créer en fait un deck de cartes de perdre les pédales, et les joueurs en fait peuvent cliquer et retourner les cartes en fait, parce que les cartes c'est pratique en réel. Sur le distanciel, c'est un peu moins pratique. Donc on a
Paul, qui est notre homme technologique, a développé ça, Et voilà, c'est encore en train d'évoluer. En fait, on se développe en travaillant en permanence, donc avec des retours d'expérience, les retours des joueurs, les retours des gens qui ont apprécié ce qu'on a fait et qui disent ah mais tiens on pourrait faire ça. Il y a un côté work in progress qui fait que en fait, les chants de Tindalos, il y a aussi un aspect petite aventure humaine parce que on se retrouve, ceux de la première édition qui a commencé après le confinement, on a un illustrateur qui nous a proposé des maquettes de journaux, qu'il a réalisé. Ensuite, quelqu'un qui, on va aménager la salle de jeu. Et en fait, on passe du temps ensemble et maintenant, on est là en convention et on partage avec la communauté. Et voilà, Damien, tu voulais... En fait, alors je veux ajouter d'autres trucs, mais peut-être que ça sera redondant par rapport à ce que tu dis. Là, en termes de créateurs, on est 2 sur 3. Marie n'a pas pu venir, hélas, mais malgré tout, au niveau de l'équipe, on est 4 voire 5. Donc il y a celle qui a aménagé, Gwénoline, qui a aménagé notre salle de jeu. Non, mais elle n'est pas là en tant que chant de Tindalos. Il y a Stéphane et Paul qui masterisent et qui sont les homo technologicus, comme tu as dit. Et pour nous, l'aspect... Et Arnaud qui fait le community management à distance. Bref, pour nous l'aspect troupe il est important parce que voilà, on peut être plusieurs faces, plusieurs têtes du Cerber Tindalos sur les différentes conventions. Et ça nous permet surtout de nous développer. Enfin, ça nous permet en fait d'avoir de réaliser nos ambitions ou d'avoir des ambitions importantes. On peut faire des scénarios grands, on peut viser haut, on peut viser la multiplicité des conventions, on peut faire de nombreux scénarios parce qu'il y a aussi tous ces gens derrière qui assurent comme des malades. Et ils font sûr qui vient porter les tables. Voilà. On va pas tous les citer, mais évidemment, Arthur, Benjamin, l'illustrateur, Florian, Samiak, voilà tous ces gens qui ont donné des coups de main à l'occasion. William, voilà. Donc, je sais pas ce que j'avais ajouté de plus. Je crois que c'est tout. Et la finalité, quand même, là, on avait parlé un peu hors caméra avant de commencer le tournage. La finalité, c'est donc une campagne de financement avec dans un objectif à l'horizon, une sortie en version papier, c'est ça? Oui, effectivement, on aimerait bien qu'il y ait une marque qui reste, en fait, une trace avec un manuel. Parce que on aime bien les manuels, c'est joli et en fait c'est vrai qu'il y a un aspect aboutissement d'un objet physique. Parce que toutes les histoires qu'on raconte, on joue ensemble depuis très longtemps et il y a tellement d'histoires qu'on a racontées il y a des personnages qui sont restés, en fait ça s'évanouit avec le temps. Et là on s'est dit, avec les chants de Tindalos, on va faire un truc qu'on faisait déjà, mais à plus grande échelle, et on va permettre de partager ça avec des gens qu'autrement on n'aurait jamais touché. Parce que on a envie de partager notre passion, voilà, et la passion du jeu de rôle même de façon générale, pas seulement nos histoires. On est content qu'il y ait une diversité de jeux différents qui existent, des manières de jouer qui ne sont pas forcément les nôtres, mais il faut de tout. Il faut que tous les joueurs aient le jeu qu'il leur faut et qu'ils fassent le leur. Et voilà, on est dans cette optique-là. On suivra ça en tout cas. Et bon, merci à vous deux d'avoir parlé un peu des chants de Tindalos, parce que j'ai dit 10 fois les chiens. On va donner l'adresse du site. Ah oui, mais de toute façon on le mettra en incrustation. Voilà, moi la technologie. Oui, c'est chant. Oui, c'est chant au pluriel avec un S, chantdetindalos.fr. Voilà. Merci, bonne continuation, bon salon surtout, merci, et puis voilà. Et puis bon jeu. À bientôt. Au revoir.